Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, ça a l'air qu'on est en direct. Hey, c'est la première fois que je fais un direct, je suis content. Je ne sais pas trop comment ça va aller, là. Je sais que on a, euh, on a un petit 2 minutes à jaser avant que ça commence pour vrai, voir si les gens vont arriver bientôt. Ben oui, les gens vont arriver, là, je suis pas trop inquiet. Pendant que je vous parle, je vais aller, déjà essayer de partager l'événement. Ah! Donc ça, je suis là, moi. Alors, c'est parfait. On est en direct. Hey, c'est la première fois que je fais un direct. Je suis content. Je ne sais pas trop comment ça va aller. Là. Ça sera pas long, je reviens pendant. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Un petit 2 minutes à jaser avant que ça commence pour vrai, voir si les gens vont arriver bientôt. Bon. Ça sera pas long, je reviens pendant. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. 2 minutes à jaser avant que ça commence pour vrai, voir si les gens vont arriver. Ah là 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 là. J'arrive, j'arrive. Bon. Bon, on est en direct. C'est là, c'est bien. Bon, écoute, on peut commencer. Normalement, vous êtes tous bien installés, bien là. Alors moi, on va passer la prochaine demi-heure ensemble. Je suis venu partager mon monde à moi, qui est le milieu du conte. En fait, je conte des histoires, des fois traditionnelles, des fois de mon cru, depuis plus de 15 ans. C'est mon travail. Moi, je viens du Témiscamingue. Ma famille est toute au Témiscamingue, ou presque. Tout mon temps, je le passais là. Et pourquoi je vous parle du Témiscamingue, que je viens de là, c'est que mon histoire sur le conte, en fait, mon histoire a commencé là. A commencé au Témiscamingue. C'était, pour vous situer, c'était à un moment donné lors d'une fête où je suis allé là-bas, une fête de famille, une grande fête où on était peut-être une centaine de personnes qui étaient là-bas, qui se rencontraient, qui jasaient ensemble. Enfin bon, vous savez c'est quoi une fête de famille, je vais pas vous en dire plus que ça. Mais à un moment donné, comme c'était une fête de famille, on s'est mis à parler de nos ancêtres et il y a quelqu'un qui a commencé à me montrer des photos des familles, les oncles, les tantes, puis surtout grands-parents, puis arrière-grands-parents. Puis quand je l'ai vu, c'était mon arrière-grand-père, Isidore qui s'appelait. Hey, un homme grand, costaud, une grande barbe, là, bien longue, là, comme le Père Noël à peu près. Puis, il m'a tellement impressionné, puis à son regard des yeux, un regard perçant, un regard qui est venu me chercher, me parler. J'ai tout de suite été impressionné, séduit par cet homme-là. Puis ça m'a resté dans la tête. C'est comme ça a toujours été là. Bon, la fête a continué, je suis revenu. Bon, je ne l'ai pas oublié, c'est sûr. Tu peux pas oublier un homme comme ça, surtout ton arrière-grand-père, un de tes ancêtres. Puis à un moment donné, c'est dans un rêve que je l'ai vu. Il est venu me voir. Il est venu il est venu me parler. Il dit, écoute mon petit gars, j'ai des histoires à te raconter. Je vais te les raconter au fil des jours, au fil des nuits. Puis toi, tu vas les partager à qui tu voudras. T'en feras bien ce que tu veux. Mais fais-en quelque chose. Moi, quand je me suis réveillé, j'ai quand même été bien impressionné de ça. Puis j'ai voulu en savoir un peu plus sur cet arrière-grand-père-là. Qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui... En fait, mais sauf que ça date au siècle dernier, là, ça remonte à loin, surtout au début du siècle. En fait, il est disparu de notre monde depuis 1918, alors c'était pas évident
en savoir, les gens qui l'ont connu, côtoyé, il y en avait de moins en moins qui étaient là. Et à un moment donné, ben, j'ai rencontré un de mes oncles qui m'a parlé de lui. Il dit, écoute, ben, il dit, je vais te raconter une petite histoire, ça va te donner une idée de à quoi il ressemblait ton arrière-grand-père. Il disait, dans le temps, au début, ton arrière-grand-père, avec lui, c'était un curé. J'ai été quand même surpris. Mon arrière qui est un grand-père qui est un curé. Puis, pour l'époque, c'était un très bon curé, très aimé de sa paroisse, mais ce qu'il aimait le plus, c'est après la grand-messe, c'est qu'il partait en vélo. Puis il allait voir son frère. Son frère qui était curé lui aussi, dans le village d'à côté. Puis lui, il partait en vélo, puis il s'en allait le rejoindre au petit café. Puis il jasait. Ils jasaient ensemble, bon, de tout, de rien, des bondieuseries. Et puis, mais un de ces beaux dimanches-là, comme à l'habitude, ben son frère s'en va au café, puis il l'attend, puis il n'y arrive pas. À un moment donné, il arrive, tout essoufflé. Écoute, il dit, je suis désolé d'être en retard, là, mais c'est parce que je me suis fait voler ma bicyclette. Mon oncle est bien surpris, il vole, c'était pas tant que ça dans ce temps-là, il dit, voler ta bicyclette, t'es sûr. Il dit, écoute bien, moi j'ai un truc, là. Écoute bien, Isidore, j'ai un truc, puis ça marche à tout coup, je te le dis. Il dit, là, dimanche prochain, pendant la messe, quand tu vas monter en chair, il dit là, tu vas regarder chacun de tes citoyens dans les yeux, un après l'autre. Puis tu vas commencer à énumérer un par un les 10 commandements. Puis quand tu vas arriver au commandement, tu ne voleras point, regarde-les bien dans les yeux, puis ton voleur, tu vas le trouver, puis par le fait même, tu vas retrouver ta bicyclette. Ben, en fait, c'est ça qui est arrivé. Le lendemain, pas le lendemain, parce que le dimanche d'après, ben, la tradition est établie. Alors, il arrive au rendez-vous, mais cette fois-là, avec sa bicyclette. Hey, tu vois, je te l'avais dit que ça avait marché le truc, hein? Puis c'est là que mon arrière-grand-père, Isidore, il dit, ouais. Il dit, c'est vrai que ça a marché, mais ça n'a pas marché tout à fait comme tu pensais. Puis ni comme je pensais. Parce que j'ai fait ce que tu m'as dit. Quand je suis monté en chair, j'ai regardé chacun de mes citoyens dans les yeux et j'ai commencé à énumérer les 10 commandements un après l'autre. Et puis, c'est quand je suis arrivé au commandement, tu ne convoiteras point la femme de ton voisin, ben, que je me suis rappelé où c'est que je l'avais laissée. Alors, c'était une petite anecdote qu'on m'a racontée sur mon arrière-grand-père, qui était bien particulier. Après ça, bon, ben, ça a l'air qu'il aurait lâché la prêtrise et puis qui se serait marié et eu beaucoup d'enfants. Généralement, les autres, c'était à coup de 12 qu'il y en avait. Mais là, moi, le temps a continué, le temps a passé, puis ben, mon arrière-grand-père venait me voir de plus en plus souvent dans mes rêves. Puis il me racontait de plus en plus d'histoires, puis des leçons de vie. Puis à un moment donné, il m'en a raconté une histoire. Dans mon rêve, je me rappelle très bien parce qu'il me parlait du Québec. Il me dit, hey, tu sais-tu comment le Québec est né? Mais moi, je savais comment le Québec s'était passé. Je veux dire, j'avais fait mes cours de secondaire 4 déjà depuis... Bon, ça faisait un petit bout, là, c'est vrai qu'on en oublie, mais j'avais fait mes cours de secondaire 4 en histoire, puis je savais ce qui s'était passé au Québec. Puis là, c'est là qu'il me dit, non. Il dit, hey, oublie ça, là, tes histoires de secondaire 4, c'est pas de même que ça s'est passé. Il dit, je vais te raconter la vraie histoire, comment c'est parti. Il dit aussi au Québec, c'était un vaste désert. C'était une terre vierge, il n'y avait rien ici. Puis un jour, il y a des hommes qui sont arrivés en robe. Et ils ont planté ici et là des petites croix, à droite, à gauche. Et puis, ben, sous les petites croix, il s'est mis
à pleuvoir avec la température qu'on a ici. Et puis en dessous, ben, il y a des clochers qui ont poussé, puis des églises. Ce qui fait que ça a fait des églises un peu partout au Québec. Bon, à chacune de ces églises-là, dans ces coins-là, on a donné des noms de saints. Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Sainte-Rose, Sainte-Dorothée. Mais tant qu'à avoir des églises partout, ben, on s'est mis à bâtir autour ben, des petites maisons, magasins général, des écoles, bref, à faire des villages. C'est comme ça, mon petit gars, que le Québec s'est bâti. Mais là, des villages, c'est bien beau, des villages, mais des villages vides, ça donne pas grand-chose. Ouais, effectivement, c'est pas très utile, un village vide. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont mis à venir s'installer juste à côté, ben dedans. Fait que, ben, les premiers qui sont venus s'installer, ben, c'était les cultivateurs, les fermiers, finalement. Tu as eu les charpentiers, les menuisiers, marchands général, forgeron, maîtresse d'école. Il y avait... On a le notaire. Le notaire, ça, c'était bien, bien important. C'est lui qui réglait tout. Puis à l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir des avocats. C'est toujours le notaire qui réglait tout. Pourquoi il n'y a pas le droit d'avoir des avocats? C'est parce que, je veux dire, bon, les avocats, ça créait de la chicane. Fait que c'était illégal ici. C'est une façon d'avoir la paix. Puis à un moment donné... mais par contre, dans les métiers, les gens qui venaient s'installer, qui travaillaient dans les villages, il y a des métiers qui ont disparu. Bon, disparu, bon, par exemple, attendez là. Il y avait le chasseur de rats. Le chasseur de rats a disparu. Lui, il était là pour contrôler la population des rongeurs, des gras surtout. Puis, il était payé à la pièce. Ça fait qu'on dit qu'il y en a qui élevaient des rats en cachette pour pouvoir faire un petit peu plus d'argent. Ça, généralement, ils mettaient ça, son élevage, juste à côté de l'alambic. Mais ça, l'alambic, c'est une autre histoire, là. C'est les ancêtres de la SAQ. Qu'est-ce qui a disparu comme métier? Attendez une minute. Ah, le fondeur de cloches. Puis le fondeur de cuillères. Ça, le fondeur de cloches, tout le monde sait c'est quoi. C'est lui qui faisait les cloches d'église. Ça n'existe plus vraiment. Fondeur de cuillères, ça a complètement disparu. Le fondeur de cuillères, c'est qu'à l'époque, les cuillères étaient faites en étain. Et là, les cuillères s'usaient, se tordaient, se brisaient. Alors, à un moment donné, le fondeur arrivait. Il faisait fondre tout ça, puis il refaisait une nouvelle coutellerie. Complète. Bon, des fois, il en manquait une cuillère, une fourchette, un couteau. Ça arrivait, c'était bien évident. Mais c'est ça. Il y avait aussi... Qui est-ce qui a disparu? Ça, c'est une bonne. Loueuse de sangsues. Ça, c'était un petit peu plus rare. Mais la sangsue, à l'époque, était très prisée par les apothicaires et les médecins surtout. Puis celle qui... elle allait dans la rivière, puis elle se laissait les sangsues s'accrocher à elle, puis elle les attrapait comme ça. C'est tout. C'est une façon de faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aussi? Médecin. Ah oui, le médecin de famille. Ça n'existe plus, le médecin de famille. Ça a complètement disparu. Puis un autre très important qui a disparu, c'est le quêteux. Ça, le quêteux, on n'entend plus parler. Mais le quêteux, c'était un métier à l'époque, très important. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, oh, mais le quêteux, il y en a encore, le gars va faire un tour à Montréal. Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas la même chose. Mais pas en tout. Le quêteux, c'est celui qui se promenait de village en village, puis qui apportait les nouvelles. Comme par exemple, il pouvait apporter la nouvelle du voyage. C'est un genre de journal de Montréal de l'époque. C'est un peu comme il apportait la nouvelle d'à côté que Madame Tremblay, Mademoiselle Tremblay plutôt, s'était mariée le mois dernier, puis que par miracle, ce mois-ci, elle avait accouché d'un beau bébé prématuré de 8 mois, juste en un mois, il est prématuré.
C'est une nouvelle importante qui amenait. Il y avait aussi le quêteux qui pouvait amener comme nouvelle que il y a un nouveau virus qui se promenait de village en village, puis lui il se dépêchait à aller porter la nouvelle, propager la nouvelle, parce que à chaque fois qu'il passait dans un village, ben le virus s'était installé, puis il s'en allait déjà vers l'autre village. Il y avait ça, puis il y avait ceux aussi qui mettaient bien des histoires ou qui disaient qu'un jour le cheval n'existerait plus, qu'on allait se promener avec des voitures qui fonctionnent avec un liquide fait à base de dinosaures. Bref, c'était du n'importe quoi des fois. Mais bon, ça arrive aussi que de nos jours, bah, le n'importe quoi existe encore. Puis à un moment donné, pas à un moment donné, en fait, ce que je veux dire, c'est que le quêteux, en échange de ces nouvelles-là, en échange d'histoires, pouvait apporter des nouvelles, pouvait demander l'aumône. C'était surtout à manger, généralement. Bon, des fois, on lui donnait une paire de souliers, une paire de pantalons, des fois quelques sous rarement. C'était comme ça qu'il gagnait sa vie. Puis le soir venu, il allait se coucher dans une maison. En fait, il cognait même pas. Il rentrait, il y avait là, direct là, le banc du quêteux avec une couverte dessus. Puis on remarquait qu'autour du banc, il y avait un petit filet de miel. Non, un petit filet de mélasse. Ça, le miel, c'était pour les riches. Puis pourquoi il y avait un petit filet de mélasse autour du banc? C'était pour empêcher les poux et les bébites de passer. Alors, c'était un peu la vie de quêteux. Puis le matin, le quêteux, lui, sortait puis reprenait son chemin. Ça, c'était le quêteux dit ordinaire. Mais il y en avait un autre genre de quêteux. On appelait ça des jeteux de sorts. Puis ça, un jeteux de sorts, c'est pas compliqué, c'est celui qui jetait des sorts. Puis le quêteux qui jetait des sorts, il était bien mal vu, puis on y refusait jamais rien. Il était vraiment craint. Puis ceux qui ne croient pas à cette histoire-là, je peux vous dire qu'il y en a un qui l'a appris à ses dépens. Jean. Jean, c'était le meunier du village. Jean, là, c'était un armoire à glace, là. 6 pieds et 12, là, presque 7 pieds. Il sac tout le temps, mange du curé, puis il lève le coude pas mal haut. Puis un jour que Jean travaillait à son moulin, c'est là qu'il y a un vieux quêteux qui est arrivé. Un vieux quêteux, le jeteux de sort, qui est arrivé. Il est rentré dans le moulin, il est allé voir directement Jean. Puis, il a tendu la main, puis il a dit « moi, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger, par pitié. » Mais, des fois, le quêteux, il fallait qu'il en mette un petit peu pour que les gens aient pitié de lui. Mais lui, Jean, il n'a pas eu pitié de lui. Il dit « Toi, là, mon maudit quêteux, là, si tu veux manger, t'as rien qu'à travailler. Fait que, sac ton camp d'ici, je veux plus jamais t'avoir. » Puis il t'y sac un coup de pied dans le derrière. Hey, le vieux quêteux, là, il lève 5 pieds dans les airs, puis il fly direct 10 pieds plus loin, retombe à terre, se relève direct debout, drette comme un piquet, te regarde Jean dans les yeux, puis il s'en va. C'est pas un mot. Il sort dehors, monte la petite côte qui est là, la petite qui était juste devant lui. Il arrive en haut de la côte, puis c'est à ce moment-là que Marc arrive. Marc, c'est le frère de Jean. Bon, il est plus modeste, lui, de grandeur ordinaire, plus 6 pieds, bon, enfin, il est plus normal. Et puis il arrive avec une carriole remplie de grains à moudre, puis tiré par deux grands bœufs. Puis quand le vieux quêteux le voit arriver, Marc, encore une fois, il dit « s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. » Marc, il l'ignore, le regarde même pas, donne un petit coup
avec les guides sur les bœufs. Il avance plus vite. La roue passe dans une roue de boîte, puis il splash. Elle éclabousse le vieux quêteux. Le vieux quêteux, il tend la main vers le moulin, puis il dit « Tashmarakata ». Savez-vous ce que ça veut dire, Tashmarakata? Je suis sûr que non, hein? Ben moi non plus, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que si un jour, il y a un quêteux qui vous regarde puis qui vous dit Tashmarakata, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous inquiéter. Parce que le vieux quêteux a disparu direct par le sentier dans le bois. Puis le moulin a arrêté de fonctionner fret net sec. Hey, Marc, il rentre. Il s'en va voir Jean-Jean. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'arrêtes pourquoi t'arrêtes voyons, pourquoi t'arrêtes le moulin? Je veux dire, on en a besoin du moulin. Il faut faire quelque chose. Il faut le repartir avec tout l'ouvrage qu'on a en ce moment, là. Que là, bon, on est dit, voyons, Marc, il dit, je l'ai pas arrêté, ce Moses de Moulin-là. Il dit, c'est arrêté tout seul, puis il dit, je sais pas comment ça se fait. Il dit, il y avait la grand-meule qui marchait, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. J'ai tout regardé, j'ai regardé les engrenages, les poulies, j'ai essayé de leur partir à main, ça marche pas. Fait que là, il dit, c'est ça. Il dit, c'est toi qui as laissé des pierres, des roches dans le grain, là, puis ça s'est bloqué, ça s'est brisé. Il dit, je veux pas laisser ça, mais va y aller, checker. Bon, il regarde, puis effectivement, la meule était propre, était clean. Puis, il dit, hey, je le sais, Jean, je le sais, c'est le vieux quêteux. C'est le vieux quêteux, il nous a jeté un sort. Oui, Jean. Sort, là. Le vieux quêteux, j'ai jeté un sort. T'es innocent, voyons donc, ça n'existe pas, les sorts, ça se peut pas. Je te le dis, Jean, ça se peut, il a jeté un sort. Il dit, tiens, t'as jeté un sort, moi t'en faire un sort, moi. Et écoute, il tissac un coup de pied dans le derrière à son frère. Son frère lève 10 pieds dans les airs, s'en va 20 pieds plus loin. Ben enragé, Marc, il se lève, puis il fonce dessus, puis il commence à vouloir frapper Jean, là, mais à coup de pied, coup de poing, mais... Une vraie joke. Jean, il est tellement fort qu'il fait juste le retenir avec sa main, puis il l'empêche de frapper, puis tout ça. Puis à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Jean, il se tanne, il se tasse, il enlève sa main. Marc s'en va se cogner la tête sur le poteau, puis... Ça fait mal, c'est bien sûr. Mais quand il se relève, bien fâché, il dit, toi, là, là, quand tu vas me revoir, là, c'est parce que moi, être revenu. Marc s'en va. Hey, toute la journée, Jean a essayé de réparer son moulin. Mais il n'a rien donné. Au soir, il grimpe dans ses appartements en haut, mais juste avant d'aller se coucher, il s'en va dans la pièce à côté, puis il commence à se prendre un petit drink, puis à boire un petit coup, 2 petits coups, puis 3 petits coups, jusqu'à être bien sous. Puis quand il était bien sous, ben il s'est levé pour aller se coucher. Puis là, juste devant la porte de sa chambre, il n'y avait pas une porte, il y en avait 2. À droite, celle de droite, c'est laquelle je prends. Ah bon, j'en prends une des 2. Mais effectivement, prend la première, béding, bang, déboule l'escalier, passe à travers la grande pièce, puis se retrouve dehors devant son moulin. Oh, il fait beau. Bon, on est bien. Faut rester ici. Mais là, il est couché devant son moulin, puis devant lui, il y a le toit du moulin, qui voit très bien. Puis c'est la pleine lune. Puis sur le toit, il y a une petite flamme jaune qui se met à s'allumer, puis à danser. Puis il y a une petite flamme bleue aussi, juste à côté, qui s'allume.
puis qui se met à danser avec la petite flamme jaune. Puis de ça naît une petite flamme verte. Puis les trois petites flammes se mettent à danser, puis toutes les petites flammes se mettent à danser ensemble, jusqu'à faire des milliers, des milliers de petites flammes. Puis lui, Jean, il est là, puis il regarde ça, puis il dit « Hey, wow! Ouh. Des feux follets, ça, j'aime ça. » Puis là, ben, il regarde ça. Mais les feux follets commencent à s'exciter de plus en plus, puis à s'approcher de lui, puis tout à coup, il y en a un qui s'en vient près de son visage, qui le frappe au visage, il détourne le visage, les yeux vers la forêt, puis là, c'est là qu'il voit, il voit deux yeux jaunes qui sont là. Puis en arrière des deux yeux jaunes, il y a un gros chien noir, là. Un bon chien noir. Puis le chien noir, ben, il se met à marcher, lui, de droite à gauche, puis de gauche à droite, puis il est là, puis il regarde Jean, puis dans les yeux, puis là, il dit... Il n'a rien dit. Mais je peux vous dire une affaire, c'est que Jean, il n'avait jamais eu peur de sa vie, mais là, il a eu la chienne. Alors, Jean, il se lève debout, puis il essaye de rentrer, mais il est tellement saoul qu'il fait un pas en avant, deux par en arrière, il essaie d'avancer, de reculer, ça ne marche pas, il recule plus qu'avant, puis tout à coup, ben, il réussit à rentrer en dedans, mais on est au petit matin. Bon, le soleil s'est levé, le gros chien noir a disparu, il n'y a plus rien. Puis là, il se dit, oh boy. Il dit, moi, il faudrait bien que je pense à arrêter de boire. Ben, toute la journée, il a essayé de réparer son moulin. Il va avoir réussi. Fait que le soir, ben, il est monté dans ses appartements. Puis il a bu un petit coup, deux petits coups, trois petits coups. Puis il est allé dans sa chambre, puis il s'est couché. Mais il a bien pris soin de mettre juste à côté sa fourche. Puis c'est à ce moment-là que les 12 coups de minuit ont sonné. Don, 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 12. Hey, au 12e coup de minuit, il se met à entendre, juste dans la pièce à côté, un hurlement. Puis des bruits de chaîne, tchic, 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 puis des coups de poing, bang, bang, puis des coups de pied dans le mur. Il se lève, il prend sa fourche, il rentre dans le corridor, il ouvre la porte, puis quand il rentre dans la pièce, il n'y a plus rien, plus un son. Hey, mais ça recommence juste dans l'autre pièce à côté. Des bruits de chaîne, tchic, 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 coup de poing, bang, bang, coup de pied. Il court dans la pièce, puis quand il ouvre la porte, plus rien. Mais ça marche, ça recommence dans sa chambre. Bing bang, coup de poing, coup de pied, il court. Puis, à chaque fois qu'il rentre dans la pièce, il n'y a rien. Ben, il a continué de même, jusqu'à 3 heures du matin. Puis à 3 heures du matin, il a couru dans son lit, s'est tabrié par-dessus la tête, puis il s'est mis à brailler comme un bébé, jusqu'au lendemain. Ben, le lendemain, quand il s'est levé, il s'est dit qu'il fallait bien qu'il arrête de boire. Puis, je vous jure, c'est ça qu'il a fait. Jusqu'au soir. Parce qu'après avoir essayé de réparer sa journée, réparer le moulin toute la journée, ben, il est retourné se coucher. Mais juste avant de se coucher, il a pris un petit coup, deux petits coups, puis trois petits coups. Puis, il s'est couché dans son lit, il a mis sa fourche, puis allumé une petite chandelle juste au cas où. Puis, les 12 coups de minuit ont sonné. Dong, 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 12... Au 12e coup de minuit, il y a un grand vent qui s'est levé, qui a balayé, éteint la chandelle. Lui, il s'est levé, il a pris sa fourche. Puis là, dans le cadre de porte, ce qu'il a vu, les deux yeux jaunes. Puis en arrière des deux yeux jaunes, le grand chien noir. Puis le chien noir s'est avancé vers lui, tranquillement, lentement. Lui, il a pris sa fourche. Puis, il s'est dit, toi, si t'avances, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Mais ça a bien l'air que le gros chien noir ne comprenait pas. Puis, il s'est avancé vers lui, tranquillement, lentement, mais ben trop vite pour ce qu'il voulait voir. Puis, quand le chien était à portée, il s'était lancé, puis schlac! Direct dans l'oreille du chien. Et le chien, il est tombé par terre, puis il s'est mis à crier, aïe, 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 Jean, t'es-tu malade? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Marc, qu'est-ce que tu fais là? Voyons, c'était pas toi, c'était un chien qu'il y avait là, ça se peut pas. Voyons, regarde-moi, j'ai-tu l'air d'un chien, là, voyons. Puis Marc, il est couché par terre, puis il a l'oreille tout en sang. Puis là, pendant qu'il essaye de comprendre ce qui se passe, Jean, il arrête de parler.
Il se penche, puis il ramasse un bout d'oreille de chien. Les deux se sont regardés, puis ils ont compris ce qui s'était passé. Puis quand ils ont compris, ben dehors, ils ont entendu un petit rire. Ils sont tout courus jusqu'à la fenêtre. Puis là, dans le petit sentier, il y avait le vieux quêteux qui disparaissait dans le sentier, puis qui est parti. Quand il a été disparu, le moulin s'est mis à marcher bien normalement. Ça, ce moulin-là, il n'existe plus aujourd'hui. Ben, en tout cas, c'est ça que mon grand-père m'a dit. J'ai fait des recherches, effectivement. Mais si vous voulez voir dans quel coin il était au coin du boulevard Lévesque et de la montée du Moulin, à Saint-François. Il ne reste plus rien de ça, mais quand même, ce qui en reste, c'est l'histoire de Isidore qui m'a raconté, à un moment donné, dans un rêve. Moi, j'ai toujours remercié mon arrière-grand-père de ces histoires-là, puis il m'en a conté bien d'autres. Celle-là, vous pouvez aller la raconter à vos amis, à n'importe qui, à qui vous voulez. Les histoires, c'est fait pour être partagé. C'est oral. Ben, c'est une tradition orale. Alors là, là où on est rendu, on a déjà passé la demi-heure ensemble. J'ai complètement oublié de vous dire au tout début qu'il y avait une petite période de questions, si vous voulez poser vos questions, faire vos commentaires. Je vois déjà que je crois que Julia a peur de rencontrer ce quêteux, mais moi, je suis d'accord avec Julia. C'est le genre de quêteux qu'on préfère ne pas rencontrer jamais. Je ne sais pas ce qu'il peut nous raconter ou nous dire. Alors voilà, si vous avez des questions, allez-y, gênez-vous pas. Sinon, moi, je peux vous dire que ça a été une grande chance de rencontrer mon arrière-grand-père de cette façon-là. Ça a été une chance d'être impressionné par sa stature, de voir et de comprendre quel genre de vie il pouvait mener ou quel genre de la dureté de la vie qu'il y avait. Alors, bon, est-ce que la malédiction du moulin, c'est un conte de folklore québécois ou est-ce qu'il est une histoire que tu as créée? Ben, en fait, comment ça fonctionne, c'est que l'histoire du moulin, c'est une histoire de folklore québécois. Moi, je l'ai pris dans un folklore québécois. Par contre, ce genre d'histoire-là existe partout sur la planète. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais on sait que ces contes-là ont voyagé d'une région à l'autre, puis là, on parle pas, pensez pas qu'Internet, puis tout ça pouvait faire, ça n'existait pas, ce chose-là, puis envoyer une lettre à l'époque, même ici au Québec, envoyer une lettre, c'était minimum 6 mois. Quand tu m'allais à l'Est, l'autre avait 6 mois d'avance. Quand on annonçait des mauvaises nouvelles, on peut imaginer ce qu'il en était. Et puis, par contre, c'est une histoire que j'ai adaptée et qu'il faut... que j'ai adapté à ma sauce. Dans le fond, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que je prends des histoires, puis je les mets à ma sauce, comment je sais, avec l'aide de mon arrière-grand-père qui est toujours là, qui lui me laisse le champ libre dans ce que je veux faire. Où c'est qu'on peut... où c'est qu'on peut l'écouter pour d'autres comptes? Oui, effectivement. En fait, attends, je vais répondre à la question qui est là. En ce moment, c'est difficile de m'entendre compter. Je crois que, en fait, je sais que jeudi, cette semaine, le soir, je vais être au parc des Coccinelles à Laval. Je vais être là en direct. Mais en ce moment, on a beaucoup de difficultés à cause du virus à se produire en quelque part. Et puis... fait que, ben oui, c'est ça. Mais pour écouter le conte, ça va être en direct. Et oui, les quêteux étaient des conteurs aussi. Et ils racontaient des histoires. Et plus le quêteux était un bon conteur, ben plus on avait le goût qu'il vienne, plus on l'accueillait. Puis évidemment, plus il y avait à manger, une meilleure pitance, de quoi manger. C'était... Bon, en tout cas, c'était génial.
J'ai un commentaire, si le gars malchanceux, il mangeait l'ours à la fin. Ben non, ça c'est une autre histoire. Un jour, peut-être, je viendrai vous la raconter. Suivez ça, une de mes histoires où un gars est malchanceux. Ben justement, au parc Les Coccinelles, je vais conter cette histoire-là. Alors, si vous voulez savoir la fin, ben oui, Richard, si tu veux savoir l'histoire au parc des Coccinelles, je vais être là. Alors voilà, bon, je sais pas... oui, je ne sais pas si j'ai répondu, mais oui, on peut réécouter les comptes. On peut les réécouter en direct tantôt, ça va, ou ben, pas en direct, c'est-à-dire en rediffusion. Ça devrait être sur le site de Signé Laval. Alors voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous laisse. Mais j'ai passé un agréable moment avec vous. Et puis, ben écoutez, partagez les histoires, racontez à vos enfants, racontez à tout le monde, racontez à vos voisins. En fait, c'est une base. Ben, enfin, c'est le côté grégaire de l'homme, finalement. Et notre société a commencé comme ça. Fait que, alors voilà. Et oui, au Parc des Coccinelles. À quelle heure au Parc des Coccinelles jeudi? C'est à 6h30 que je vais être là. Il va y avoir des comptes, juste pour vous dire un peu, qu'on me pose la question, il va y avoir des comptes en français, dont moi je vais faire, et il va y avoir aussi des comptes en arabe. Alors, si vous voulez écouter des comptes en arabe, on résume quand même, on vous explique un peu, on vous laisse pas partir comme ça sans vous dire de quoi ça parlait, mais il va y avoir ces deux... Et puis, si jamais il fait pas beau, qu'il mouille, qu'il arrive quelque chose, ça va être remis pour le 19 août, qui est un jeudi aussi, je crois. Alors voilà, ben merci beaucoup. Et puis, passez une bonne soirée. J'espère que juste que ça ne va pas vous empêcher de dormir. Parce que, tu sais, les quêteux, on ne sait jamais quand ça peut se présenter chez vous. Ben, accueillez-les comme il faut, puis dites-leur pas non. Ça va être correct. Merci, bonne soirée.